Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à un joyau historique des transports en commun parisiens. L'autobus Saviem SC10 UMCR. Alors, compostez votre ticket et embarquez avec moi pour un voyage dans le temps. Si notre expert se lance dans la restauration de ce véhicule qui n'a pas roulé depuis plus de 30 ans, c'est pour la sauvegarde du patrimoine automobile. Et cerise sur le gâteau, il a pu le récupérer pour un euro symbolique. Alors évidemment, avec 1 euro symbolique, je ne prends pas grand risque. Mais j'ai pas 1 centime à mettre dedans et néanmoins j'ai envie de le sauver. Vu l'engin exceptionnel et surtout le manque de budget, la tâche s'annonce très compliquée pour convaincre son pool de restaurateurs. Allez, 65 000. Vous êtes à l'ouest, le budget, c'est 0. Ah non, c'est pas possible. Qui dit chantier XXL, dit travaux XXL et artillerie lourde. Problème de démarrage moteur. Arrête, ça coule. Tirette d'arrêt d'urgence défaillante. Si c'est mal réglé, il démarrera pas. Liaison d'échappement à changer. C'est remarqué, mais entre le moteur et la sortie d'échappement qui est là-bas, bah y a rien. Tôlerie oxydée. Je viens de faire le tour de véhicule et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de travail. C'était un gros chantier. Redressage d'une partie de la face avant droite du mastodonte. Et recherche de pièces rares. Là, tu vois, ça me fait plus plaisir que quand je suis en train de faire mes courses, mes vraies courses. C'est vrai? Bref, il va y avoir énormément de travail sur cette restauration titanesque. Génial. Alors François réussira-t-il son pari? Celui de redonner vie et de faire rouler cet autobus Saviem qui a marqué la mémoire de nombreux voyageurs. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Et puis en plus, il me manque, alors il me faudrait 2 barils de lessive, il me faudrait des œufs, il me faudrait des baguettes. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule XXL comme je les aime. C'est même le plus long véhicule que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est une véritable star dans son domaine, les autobus. Il a bercé mon enfance, mon adolescence et sans doute aussi la vôtre. Il s'agit bien évidemment du Saviem SC10. Alors montez à bord, compostez votre ticket et embarquez avec moi pour un voyage dans le temps. Depuis 1906, les transports parisiens se sont dotés d'autobus pour remplacer progressivement les transports hippomobiles. Le matériel roulant va considérablement évoluer au cours des décennies et de nombreux constructeurs vont y contribuer, dont la société Saviem. Saviem pour Société Anonyme de Véhicules Industriels et d'Équipements Mécaniques. Cette société va produire la star des autobus de la seconde moitié du XXe siècle, le SC10. Répondant à un nouveau cahier des charges demandé par la RATP à ses fournisseurs dès 1958, c'est en 1965 que les premiers exemplaires entrent en service à Paris. Plus de 11 000 exemplaires seront assemblés jusqu'en 1989, faisant du SC10 l'un des plus gros succès de l'histoire des autobus. Avec un confort très amélioré par rapport aux générations d'autobus antérieures, la version de la Régie autonome de transport parisien reste la plus célèbre. Et un Saviem SC10 UMCR, j'en ai trouvé un. Et il possède toutes les caractéristiques bien spécifiques au transport urbain. Avec ses 11 mètres de longueur, 2,50 m de largeur, 3 mètres de hauteur pour 8,3 tonnes sur la balance, le Saviem SC10 était un véritable phénomène du transport urbain. Caisse, poudre tubulaire de type treillis autoportante et pare-brise bombé afin d'éviter les reflets des éclairages intérieurs, associés à de grandes baies vitrées, tout est fait pour assurer aux passagers une bonne visibilité. À l'intérieur, on dispose de 31 places assises et 78 places debout. Et d'un poste de conduite avec toutes les commandes à portée de main.
Côté mécanique, on trouve sur le train avant une suspension avec ressort à lame longitudinale, coussin pneumatique et amortisseur télescopique. À l'arrière, un pont à cardan avec coussin pneumatique et amortisseur télescopique. Freinage pneumatique avec des tambours à l'avant et à l'arrière et un ralentisseur électromagnétique. Moteur Dieselman 6 cylindres horizontal de 7258 cm3, développant 144 chevaux situé à l'avant. Boîte de vitesse semi-automatique 4 rapports. Vitesse maximum 60 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a eu un coup de cœur pour ce monument des transports urbains tricolores. Reste à savoir comment il a pu dégoter un tel engin. Ce Saviem SC10 UMCR, je l'ai acheté 1 € symbolique à une municipalité qui l'avait depuis des années dans un hangar. Il avait servi pour une campagne municipale en 1995 et depuis, il était resté à l'arrêt. Alors évidemment, avec 1 € symbolique, je ne prends pas grand risque. Mais contrairement à d'habitude où j'achète des véhicules, je les restaure et je les revends, là, il n'y a pas de débouché. Personne ne m'achètera ce véhicule. J'ai pas 1 centime à mettre dedans. Et néanmoins, j'ai envie de le sauver. Et ensuite, qu'on lui trouve un destin digne de son histoire. Avant que François ne relève ce défi qui s'annonce compliqué, voyons si ce bus a encore la cote sur le marché. Alors au niveau de la cote, c'est très simple. Il n'y en a pas. Le problème de ce type de véhicule très spécifique et très particulier, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc à part un musée, une association, il y a peu de chances que les particuliers s'intéressent à ce type de véhicule. Je suis absolument et totalement dans une notion de passion et de bénévolat. On aura bien compris, trouver la perle rare pour redonner vie à son Saviem sera une mission compliquée pour François. Et pour connaître l'ampleur des travaux, rien de tel qu'un diagnostic complet. Ça se voit, il manque des éléments de phare, clignotants, grille de calandre. La casquette là-haut, elle a pris un coup. Et comme il y a aussi un pet à cet endroit-là, on peut supposer qu'en fait, à un moment donné de son histoire, ce bus a pris un choc sur la partie avant droite. Ensuite, évidemment, à la RATP, la bonne couleur, c'était pas le bleu, c'était le vert. Le vert et blanc. Donc il va falloir repeindre tout le véhicule pour lui redonner ses couleurs d'origine. On va lui redonner aussi tous les accessoires qui en faisaient un autobus de la Régie autonome des transports parisiens, avec les indicateurs de numéros de ligne de bus, de destination. Sur le côté, pareil, il faudrait qu'on recrée les plaques qui donnent les différents points d'arrêt de la ligne. Après ce bilan cosmétique et carrosserie en demi-teinte, François grimpe à l'intérieur du Saviem pour vérifier son état général, qui fleure bon les transports en commun du début des années 80. Tout est en très bon état. Un bon nettoyage fera l'affaire. Ça, c'est un vrai coup de bol. À l'avant, il manque les composteurs et puis le petit panneau arrêt demandé qui s'allumait quand on appuyait ici. Si l'habitacle de ce mastodonte a ravivé de bons souvenirs à notre expert, il est temps de passer au dernier point tant redouté, la mécanique. Alors pour la mécanique, j'ai plutôt de la chance. Parce que ce moteur, c'est un 6 cylindres diesel allemand de la marque MAN, qui était très sérieuse et très fiable. Par contre, ça fait quasiment 30 ans que le véhicule n'a pas roulé. Donc la remise en route, il va falloir la faire de façon très soigneuse. Et évidemment, tous les circuits de refroidissement, de freinage, tout est à voir. Vu la taille du véhicule, ça ne sera pas une mince affaire pour François. Le problème, c'est qu'il faudrait que le chantier puisse commencer. Et pour qu'il commence, il faut que je trouve parmi mes restaurateurs des bénévoles et des passionnés qui vont m'aider. Parce que sinon, pour mon autobus, c'est direction la casse. Et pour moi, ce serait un véritable échec. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son autobus Saviem SC10 de 1980. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc et d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Jean et Serge, deux des piliers de l'association Autocar Ancien de France. Pour eux,
Restaurer des engins XXL, c'est leur lot quotidien. David et Alex, membres de l'association Sauvabus, ces deux mordus de mécanique occupent leur loisir à retaper et redonner vie à des véhicules qui ont marqué l'histoire des transports urbains. Messieurs, Belle casquette. comment ça va bien? Ça va, François? Bon, alors, on accueille deux petits nouveaux, donc il faut leur faire bon accueil. David et Alex. On arrive, il y a les chevrons qui sont là, il y a Autocar Ancien de France qui est là aussi. C'est quand même des anciens, nous on est des petits nouveaux. On est très impressionnés. Génial, des nouveaux copains. Bon, on va faire connaissance. Je pensais qu'on avait l'exclusivité des véhicules lourds chez Autocar Ancien. Et puis je vois, tiens, là, il va y avoir de la concurrence. En recrutant David et Alex, François réussit d'entrée de jeu à semer le trouble parmi ses troupes. Rien de tel pour lancer les premiers indices sur le véhicule à trouver. C'est un véhicule qui est sorti en 1965, D'accord. qui a eu un énorme succès. Et si j'ai mis une casquette des années 80, c'est parce que l'exemplaire que je vais vous présenter date des années 80. C'est français, c'est quoi? C'est français, monsieur. Alors, c'est très très long. Ah, Il y a 4 roues. Oh, ça, Hein? c'est un quart. Ça pourrait. Mais c'est un cousin. Moi, je dis si c'est un bus, c'est pour nous. On s'appelle Sauvabus, donc forcément, on est là, je pense, pour un bus. forcément. Forcément. Donc on espère vraiment tomber sur une pépite. Un gros moteur diesel 6 cylindres de marque allemande MAN, mais monté dans un véhicule français. Ah ben voilà. Bon, ben on sait, nous. Bon, il n'y en a pas 36 000. Hein. Donc ça n'est pas un autocar, c'est un autobus le plus construit en France. Bravo. Le SC10. Le Saviem SC10. Après avoir fait bien saliver ses camarades de jeu, c'est le moment idéal pour l'ouverture du container. Attention les yeux. Il n'y a rien dedans. Bah, tiens. Au moins un indice, hein, rien, même pas un petit bout, rien. Même pas un ticket de bus. Il aurait pu foutre un ticket de bus. Rien. Non. Rien. Il y a peut-être pas de bus. Donc vous allez faire demi-tour, en avant, marche. C'est au pas cadencé que nos experts se dirigent dans une autre partie du hangar pour découvrir la pépite des transports urbains. Les garçons, j'espère que vous avez conscience que vous êtes quand même devant un SC10 UMCR. C'est donc la version la plus aboutie de cet autobus. Il en reste sûrement quelques exemplaires qui traînent à droite à gauche, mais pour en trouver un aujourd'hui, je peux vous dire, faut se lever de bonne heure. Bravo. Voilà. Bravo. C'est une belle pépite que tu sors de ton chapeau. là. C'est la pépite qui tombe du ciel. On est super content, super heureux, super excité. Puis cette version-là, l'UMCR, c'est vraiment la Madeleine de Proust de la RATP. Ça fait des années qu'on cherche ce véhicule. Donc là, le restaurer pour nous, c'est une chance. On est un peu tous les deux surpris. Et puis, une belle bête, super truc. Mais Sauvabus à côté, quoi. Ça va être chaud, ça va être super chaud. La stratégie de François commence déjà à payer. Ses restaurateurs se regardent en chien de faïence et sont prêts à se challenger. C'est le moment idéal pour présenter le diagnostic du mastodonte. L'intérieur est en globalement très bon état. Et à l'extérieur, le bus a été repeint en bleu. Ouais, c'est pas top. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est de le remettre strictement dans sa livrée look RATP des années 80, de retrouver tous les petits accessoires, le composteur, la petite plaque lumineuse qui s'allume avec arrête de demander. Oui, mais ça, on peut trouver. Donc voilà, il va falloir qu'on lui redonne un profil, un look de l'époque. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dessus? Alors, T'as 2 bitoniaux à mettre, parce que nous, on est venus, on a fait 500 km. Si c'est juste pour mettre 3 bitoniaux, c'est pas la peine qu'on vienne. La liste des travaux n'a pas l'air de stimuler le savoir-faire de nos deux Alsaciens, mais qu'il se rassure, François a gardé le meilleur pour la fin. il y a ensuite toute la partie mécanique. Ah, bah oui. ah, Ah les gars, ça fait une trentaine d'années qu'il n'a pas tourné. Alors, rien que ça va. Donc évidemment, bah faut tout faire. Il démarre ou pas? Non, il ne démarre pas pour l'instant. François, il n'est pas très clair, il est assez évasif à plusieurs reprises quand on lui pose des questions. Il détourne la conversation. Je pense qu'il y a anguille sous roche quand même. Ton diag, il est un peu léger quand même, donc on aimerait en savoir plus. Il a des stars et tout à droite à gauche. Je vois que ça a bien tapé là à l'avant gauche. Ça a dû taper à l'avant-gauche à un moment donné, effectivement. Donc il y a un petit peu de travail de carrosserie, en plus du travail de remise en route du moteur,
qui est un moteur ultra connu, ultra sérieux, ultra Bon, costaud. après, il y a des gros problèmes d'injection quand même là-dessus. Voilà, il peut y avoir un problème d'injection, je ne le cache pas. Oui. Si ce Diag en fait couiner certains, d'autres, en revanche, se montrent pressants et prennent carrément les devants pour lancer les enchères. Bon, bah alors on commence à estimer le boulot ou quoi? On y va? Allez, 65 000. On peut y aller à 64 550. Hein, je veux dire, après. On pourrait le faire à 55. Pour ce moteur. 55. Ah, mais attendez les gars. 55? Non mais t'as fait un sacré son là. 54. On va mettre tout le monde d'accord. Allez, 50. 50, c'est nous. Et on fournit les pièces. Attendez les gars, vous êtes à l'ouest. Le budget, c'est 0. Hein? Non. Je n'ai pas de budget. Attends, 0, c'est pas possible. Avec 0 € de budget, François vient de mettre un sacré coup au moral des troupes. Pas sûr qu'ils le suivent sur ce coup-là. Ça veut dire quoi, bénévole? J'ai pas de budget. Il n'y a pas de marché pour ce genre de véhicule. Pourquoi tu nous as fait venir? Parce qu'on a tous la passion commune de la sauvegarde du patrimoine, les copains. Moi aussi, je bosserai gratos. Nous, on peut pas se permettre ça. Écoute, François. Allez, les gars, moi, je vous laisse. François, vraiment, là tu nous as tués parce que tu nous fais envie avec un super véhicule. Ah oui. Des véhicules, sauver le patrimoine, on en a plein le garage. Cherche, trouve un mécène et tu nous rappelleras. C'est donc avec ces nouvelles recrues que François se retrouve seul. Va falloir sortir les rames et être fort pour les convaincre. Sinon, c'est retour à la case départ. Bon, les gars, moi, je sais pas quoi faire, mais vous êtes d'accord avec moi, il peut pas finir à la casse. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, là, c'est des sentiments. Mais bon, après, enfin voilà, il y a quand même le coût de la restauration. Voilà, il nous reste plus que les potentiels coups de fil. On a un gros réseau. Ouais. Et pour du bénévolat, Ouais, bah, c'est sûr, c'est compliqué, là, franchement. Bon, pour l'instant, il est au sec, il est au chaud. On va quand même passer les coups de fil. Passez 3-4 coups de fil, dites-moi, tenez-moi au courant si on trouve une solution. on va voir, on te tient au courant. Ok. Incroyable. François a tenté le tout pour le tout avec son 7e, mais personne n'a mordu à l'hameçon. Il ne lui reste plus qu'une chose, recevoir un coup de fil de ces 2 jeunes recrues pour lui trouver un plan B. C'est pas gagné. Deux jours plus tard, Paris. C'est dans le 18e arrondissement que David et Alex ont donné rendez-vous à François avec, on l'espère, une bonne nouvelle à la clé. Ça va? Comment vas-tu? Très bien. Bien. Bonjour, Alain Charvet. François Alain, enchanté. On présente du coup Alain Charvet, directeur des ateliers de Championnet. Bienvenue ici, hein, on est dans le plus gros site industriel de Paris. Oui, 4,5 hectares de superficie, soit un peu plus de 6 terrains de foot. C'est rare, en plein cœur de la capitale. C'est un site historique pour les transports parisiens, plus de 140 ans d'existence. On a fait de la fabrication, puis on a traversé aussi les guerres, il y a eu de l'armement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ce site. Et donc aujourd'hui, on est une entreprise privée depuis un peu moins d'1 an. D'accord. Qui fait partie de RATP Capif de France. Et on est vraiment encore en pleine croissance parce qu'on mise sur la maintenance des transports. Donc d'ailleurs, on continue à recruter aujourd'hui. Bon, tu te doutes bien que si on est là aujourd'hui, hein, c'est pas pour rien qu'on t'a présenté du coup Alain. Bah, j'ai bien compris qu'on est au bon endroit avec les bonnes personnes. Exactement. J'ai bien compris. Moi, ce que je te propose, c'est de voir avec Alain de passer un deal. Hein, Bien sûr. Si notre duo a fait marcher son réseau, c'est pour trouver la porte d'entrée idéale pour ce chantier. Et visiblement, Alain s'avère être la bonne personne. Pour nous, c'est un bus qui est assez exceptionnel parce qu'il a été conçu ici, il faut le savoir. Ah, en plus, bah voilà. Ouais, donc c'est sûr qu'il nous intéresse aussi ce bus, quoi. Par contre, tu m'as dit qu'il y avait quand même du boulot à faire, Ouais, faire ça, dessus. On va prendre un certain risque quand même hein, sur ce sujet-là si on se lance parce que avec les démontages, c'est là qu'on va voir si on a des soucis ou pas. Si c'est la RATP qui prend en charge la restauration, bah, moi je vous fais don de l'autobus pour que vous en deveniez propriétaire et le restaurateur. Et moi je pense que l'intérêt ensuite c'est que Sauvabus puisse exploiter entre guillemets l'autobus après pour des salons, des expos, des journées du patrimoine. Enfin, mon but c'est quand même de sauver un élément du patrimoine. Pour nous, s'il reste à la RATP et s'il permet justement qu'on puisse le présenter, de Bien pouvoir sûr. continuer à le faire vivre, c'est quelque chose sur lesquels on peut se mettre d'accord, effectivement. Après avoir accepté le financement des travaux du 7e, il prend en charge le rapatriement de l'autobus par ses équipes de dépannage spécialisées. Jours plus tard. Après le rapatriement de son 7e par les équipes de la RATP, le chantier peut commencer. François déboule à 100 à l'heure dans les ateliers Championnet où l'attendent Guillaume et Christophe. Messieurs, bonjour. Les 2 fers de lance du projet pour la restauration mécanique du 7e.
Merci de prendre en charge ce bus parce que franchement, il revient de loin. Tout à fait, ouais. On a déjà fait un petit peu le tour du véhicule. C'est vrai qu'il y a pas mal de travail. Déjà carrosserie. Il faut déjà dans un premier temps voir si le moteur tourne. Voilà, peut tourner. Après le check-up habituel, tout ce qui est batterie. Oui, bien sûr. Et après, essayer déjà de le mettre en route. Oui, oui. Et là, vraiment, ça pourra me donner, déjà, m'encourager à aller à la fin du projet si vraiment on passe ces étapes. On va donc croiser les doigts pour que le moteur ne soit pas HS, ce qui priverait François de ce joli projet de restauration. Voilà, le premier test, on va regarder si est-ce que le moteur est bloqué ou non. D'accord. Pour ça, il va falloir qu'on tourne directement et qu'on se prenne sur le vilebrequin. Ouais. Et là, vu l'accessibilité, il va falloir effectivement qu'on lève le véhicule. Pour que la grosse bête de 8 tonnes 3 prenne de la hauteur, Christophe enclenche le pont élévateur sous le regard concentré de François. Avant de passer sous le Savième, nos 3 mousquetaires chaussent des casquettes de sécurité. Donc c'est l'étape cruciale là, François. Donc on va mettre la clé. On va essayer en tout cas de tourner. C'est un peu le moment de vérité pour la suite des événements. Si vous m'annoncez une mauvaise nouvelle, les gars, pour moi c'est peut-être une fin de chantier, quoi. À peine le chantier commencé que François est déjà en stress. Tout repose sur le coup de clé de Christophe qui tente de faire tourner le vilebrequin. Ça tourne. Ça sent bon pour cette première étape. Moi, il préfère aussi te prévenir que c'est pas la seule étape à faire pour... Non, je me doute. Tu sens une bonne compression ou pas? Oui, il y a de la compression. Oui, donc ça c'est, voilà, donc deux bonnes nouvelles. On a fait un tour, il n'est pas bloqué. Bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier la pression d'huile, bien avant ça, pour vérifier tous les niveaux. Bien sûr. Après cette première bonne nouvelle, nos experts ne relâchent pas la pression et enquillent avec la vérification de tous les niveaux des fluides. Ça, c'est le niveau d'eau en façade, je suppose, avec la pour le radiateur. Radiateur en dessous. Ok. Bon, il manque un peu d'eau, on va le rajouter. D'accord, mais il y en a encore. Oui. Bon, ça, c'est pareil. S'il y en a encore, c'est plutôt bon signe. Il n'y a pas trop de fuite. Christophe rajoute du liquide de refroidissement pour remettre le niveau d'équerre. Bon, donc ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Niveau d'huile, ça se passe où? Sur le côté. Alors, François, il y a un peu beaucoup d'huile. Ah oui, là, il y a vraiment... Ah, le niveau est trop haut, là. Donc, ça risque d'emballer le moteur. On va vidanger. Ouais, ça sera plus raisonnable. Pour vidanger le trop-plein d'huile moteur, Guillaume place un bac sous le carter d'huile. Et Christophe dévisse le tout avec une clé spéciale véhicule XXL. En même temps, on va regarder sur le bouchon s'il n'y a pas de traces de limaille. C'est ça. Des choses comme ça qui pourraient nous alerter. En plus, sur ces bouchons-là, ils sont équipés d'aimants. Ouais. Et s'il y a tout ce qui est particules, ferreux. Bien s'installer sur le Exactement. bouchon. Ouais, donc là, encore une nouvelle assez positive. On ne voit pas de limaille. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de cochonnerie sur le bouchon. Ça laisse supposer que le moteur est plutôt en bon état. Bah, les gars, pour l'instant, c'est que des bonnes nouvelles. Écoute, tant qu'on l'a pas entendu le son de sa voix, il faut qu'on continue le contrôle et puis les inspections. Avec Guillaume, rien ne sert de s'enflammer. Il faut y aller step by step. Prochaine étape, remettre de l'huile moteur. Ah oui, c'est directement là-dedans. Ouais, maintenant, le distributeur, on a différents types d'huile. Justement, on a plusieurs véhicules, plusieurs types de liquide de refroidissement. Donc là, on va ramener l'huile et puis on va faire le complément. C'est top. François est comme sur un nuage devant cette instrumentation. Il regarde avec des yeux d'enfant Guillaume et Christophe jouer les pompistes pour la mise en huile du moteur. Hop. Le niveau est bon. Bon, c'est cool. C'est bon, on est parfait. Et je t'invite, si tu veux, à monter dans le véhicule. Et là, on va voir s'il y a une montée de pression d'huile. D'accord. Par le voyant. Donc, tu as un petit voyant. Oui, exact. Un rouge. Comme sur une voiture. Exactement. Donc là, on va faire fonctionner le démarreur. Voir si ça monte en pression. Exactement. Donc nous, on va créer volontairement une panne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer volontairement les tuyaux d'arrivée de gasoil qui sont situés sur les injecteurs. D'accord. En déconnectant les injecteurs, le moteur ne démarrera pas, mais il tournera avec le démarreur pour bien faire circuler l'huile et lubrifier les pièces internes au moteur. Là, on va brancher la batterie. D'accord, ok. Comme tu peux voir, il y a deux batteries. Ouais. Parce qu'en fait, il est monté en 24 volts. Donc en fait, on couple deux batteries de 12 volts pour pouvoir... Tout simplement. D'accord. Donc là, on va mettre les pins sur notre chariot qu'on a. D'accord. Après avoir relié un booster aux batteries, François peut monter dans l'autobus et appliquer les instructions. Oui, vas-y, je t'invite à mettre le contact déjà dans un premier temps. Le contact. Là, je vois le bouton de démarrage, mais il y a sûrement un contact effectivement quelque part. Si François était tout excité à l'idée de passer derrière le volant, là, il est, comment dire, un peu perdu devant tous ces boutons. Allez, Guillaume, va falloir aider un peu notre apprenti. Regarde, c'est ici. Ah, c'est ça, là, d'accord. Regarde, tu lèves à fond. Oula. Ah, c'est la pompe? Oui. Donc là, ce que tu peux voir au tableau de bord, ce qui nous intéresse, il y a écrit huile moteur. D'accord. En fait, ça, c'est l'indicateur de pression d'huile. D'accord. Quand il est allumé, c'est que la pression est à 0. D'accord. Et nous, forcément, c'est pour voir si ça monte en pression. Donc, en fait, il faut qu'il s'éteigne. Là, ça pourrait dire quand même que... Ouais.
la pompe à huile fonctionne et qu'il lubrifie bien tous les organes internes du moteur. Ok. Ah, il s'est éteint. Il s'est éteint, donc là tu peux arrêter. Donc là, donc ça c'est très bon signe. C'est très bon signe. Dans tous nos tests, là il en reste encore un validé. Là c'est la pompe injection, voir si le gasoil rentre bien dans le moteur. Ok. Ça sera la dernière étape avant de pouvoir tout rebrancher et lancer le moteur. Afin de réaliser ce dernier test, François rejoint Christophe qui resserre les injecteurs un par un. On va regarder si ça coule. Ouais. Actionne, Guillaume. Vas-y. Arrête, ça coule. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça coule? Ah, c'est cool, ça débite. Eh ben super, c'était la dernière étape à valider avant de démarrer. Nickel. Il me reste encore une dernière étape, donc sécurité avant tout. Ouais. On va brancher le tuyau d'échappement. Ah ouais. Et on va pouvoir lancer le démarreur. D'accord. C'est moi qui peux démarrer le bus? Bah écoute, ça me fait plaisir, vas-y. Pendant que François prend les commandes du Saviem, Guillaume raccorde un tuyau XXL à la sortie d'échappement. Ce tuyau va éviter d'intoxiquer notre Dream Team. On croise les doigts, les gars. Croise les doigts. C'est parti. Ok, arrête. On va refaire un test. Allez, essaye, ouais. Non, ouais. Ça veut pas y aller. Je pense qu'il doit y avoir un autre problème. Là, c'est la douche froide. Le 6 cylindres fait de la résistance et met un stop à la dynamique du groupe. Il va falloir qu'on fasse des tests un peu plus approfondis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. De toute façon, pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu faire. Donc la chose positive, on a déjà fait tous nos tests. Que le moteur, en théorie, la base moteur n'a rien. Voilà. On va pouvoir continuer. Par contre, là, nous, il faut qu'on fasse un peu plus d'investigation sur le système d'injection. On fait le check-up avec Christophe. Ouais. Et je vais t'envoyer une liste. T'as pas mal de pièces à trouver. Ouais. Pour pouvoir leur mettre en état et puis au moins avancer. Quoi. Ok. On l'aura bien compris, pour avancer sur l'autobus Saviem, faut que François parte à la recherche des pièces perdues. En attendant, nos deux gaillards vont devoir creuser plus loin dans ce problème mécanique qui freine l'avancée des travaux. Neuvième jour de travaux. En attendant le retour de François avec les pièces... Bon alors Christophe, ça démarre ou quoi là? Christophe a toujours le nez dans les entrailles du Saviem qui ne veut toujours pas démarrer. Je pense qu'il y a un gros problème. J'arrive pas à trouver. Bah, tu galères à ce point-là? Bah oui, un peu. En même temps, c'est pas si facile que ça. À l'époque, il y avait quand même pas mal de sécurité, de choses à vérifier. Pour pouvoir te dépatouiller, je pense qu'on va faire appel au responsable technique. D'accord, ok. Qui va pouvoir trouver la solution. Il connaît bien ce type de véhicule, il a déjà bossé pas mal dessus. Le responsable technique qui peut éclairer la lanterne de nos deux experts, c'est David. Sa spécialité, les autobus Saviem. Un truc, bah, j'arrive pas à comprendre. Il veut pas démarrer. Ah ouais? Il veut, mais il veut pas. Ah. C'est les oreilles grandes ouvertes qu'il écoute le débrief des gars après les tests pratiqués sur le mastodonte. On a fait tous les contrôles élémentaires, donc circuit de gasoil. On a repurgé aux injecteurs, donc on a ouvert les tuyaux, phase démarrage, le gasoil sort bien. On ressort, il a légèrement toussé, mais par contre il démarre pas. Donc, Alors, ce qu'on va faire, on va repartir à zéro. Alors, au niveau du circuit carburant, en fait, on part du réservoir, d'accord? Ensuite, on arrive ici, au niveau de la pompe d'alimentation. Oui. Ensuite, de la pompe d'alimentation, on va au filtre à carburant qui est devant. Après le filtre, en fait, on va rentrer dans la pompe à injection. La pompe à injection va comprimer le carburant à une certaine pression pour aller jusqu'à ouvrir les injecteurs. Et évidemment, la mise en route. Donc là, il faut s'assurer que tout le circuit carburant soit conforme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'air, parce que même s'il y a du carburant qui sort côté injecteur, ça se trouve, la pression n'est pas suffisante pour ouvrir les injecteurs. Après cette explication technique mais très claire, David tient à soulever une des spécificités du Saviem qui peut avoir son importance. Par contre, il y a un système sur ce véhicule-là qui est particulier quand même. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Non. L'arrêt moteur? Pas l'arrêt moteur. L'arrêt d'urgence. C'est ça, sur ce type de véhicule, il y a un arrêt d'urgence. Pourquoi? Parce que si l'injection est en défaut, il peut s'emballer le moteur. Donc il faut à tout moment pouvoir couper le carburant. Ce qui te fait évacuer le gasoil. Donc ça, faut peut-être le vérifier. Il y a une tirette derrière là-bas. Oh, d'accord, oui, derrière. Voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas, oui, ça n'est pas évident. Donc ça, c'est un câble qui va venir actionner un petit clapet qui est en dessous là, qui génère une prise d'air et du coup qui arrête le moteur. Ah d'accord. Ça se trouve, faut le vérifier parce que si c'est mal réglé, il y a de l'air en permanence. Il ne démarrera pas. Si tu es sûr de tout ton circuit carburant, c'est peut-être cet élément-là.
Pour vérifier si c'est bel et bien un problème de tirette d'arrêt d'urgence, David emmène ses 2 acolytes vers la trappe moteur. Regarde, là il y a la tirette d'arrêt d'urgence. Et regarde ce qu'on voit là. Oui, il a appuyé. Ouais, en fait, il est activé comme si on avait tiré sur la tirette d'arrêt d'urgence. Donc là, il faut le régler là. Et après, on va faire un essai, on verra. C'est donc à l'aide d'un tournevis que Christophe desserre le câble d'arrêt d'urgence. Et Guillaume passe derrière le volant pour actionner la tirette. Allez, on croise les doigts. Go. Oh, oh. J'étais pas serein parce que il faut vraiment, avec Christophe, vérifier tout le circuit. Et tout était correct et on avait peur que ce soit un problème vraiment de moteur et de compression et d'autres choses qui auraient pu vraiment engendrer l'arrêt du chantier. C'est vraiment l'expérience de David et puis ses compétences techniques qui a parlé pour pouvoir faire démarrer le moteur. Une fois qu'il est là, qu'on l'a sollicité, autant optimiser au maximum de son expérience. Lionel, il va être content. C'est ça que c'est bon. C'est sur ce moment de liesse que nos 3 cracks de la mécanique enchaînent avec un check complet des freins et des suspensions. Pour ça, ils installent des chandelles pour maintenir la bête au-dessus du sol. Retire les colonnes de levage, dépose les roues et la partie extérieure du tambour de frein. Quand on va regarder le tambour, Il n'est pas creusé. ouais, il n'y a pas d'arête. Bon, on voit que ça n'a pas freiné depuis longtemps, mais... Il n'est pas usé. Et après, côté mâchoire, là, on voit bien qu'il y a une belle profondeur. Donc, c'est ce qui fait, en fait, l'indicateur d'usure. Donc là, ils sont parfaits. Avec ses mâchoires de frein en bon état, David rassure les troupes. Avant de bien vérifier le fonctionnement, rien de tel qu'une explication dont il a le secret. L'air comprimé qui arrive du conducteur, quand il appuie sur la pédale de frein, Ouais. il envoie l'air dans le cylindre de frein qui est ici, là, qui pousse un levier. Voilà. Et après, qui va actionner une came derrière, là, au niveau des ressorts. Et qui va te faire fonctionner. Qui va écarter les mâchoires pour freiner au niveau du tambour. Vu que c'est un circuit pneumatique, on peut le tester. Donc tu vas aller appuyer sur les freins et puis on va écouter s'il n'y a pas de fuite. D'accord. Et puis on va regarder le fonctionnement du mécanisme. Pour ce test, Christophe se met aux manettes et actionne la pédale de frein. Vas-y, appuie. Bouge pas. Impeccable. Pas de fuite. On voit bien que la tête bouge bien. Le mécanisme fonctionne correctement. Pas de fuite. Lâche. C'est bon. Système de freinage OK. Juste un petit dépoussiérage et graissage à prévoir et le tour est joué. Place maintenant à la prochaine étape. L'amortisseur, double système, à lame et puis un coussin de suspension pneumatique pour le confort. Si l'autobus Saviem était connu pour son confort pour le conducteur et ses passagers, c'est notamment grâce à son système d'amortisseur. Comment ça marche ? Pour garantir un confort optimal, le Saviem dispose d'une suspension à coussin pneumatique qui permet de conserver la même hauteur de caisse pour un travail parfait des amortisseurs. À l'avant, on trouve 2 coussins pneumatiques, 2 ressorts à lame, 2 amortisseurs et 2 valves de correction de hauteur de caisse. À l'arrière, 4 coussins pneumatiques, 4 amortisseurs et une valve de correction de hauteur de caisse. Sous l'effet du poids des passagers qui montent dans le bus, les suspensions se tassent et la hauteur de caisse diminue. Les leviers de commande des valves de correction de hauteur de caisse se déplacent et les valves envoient de l'air comprimé du compresseur vers les coussins pneumatiques pour les gonfler. En se gonflant, les coussins soulèvent la caisse jusqu'à revenir à une hauteur normale en libérant la suspension. Les amortisseurs retrouvent alors de l'amplitude de mouvement pour offrir un confort quel que soit l'état de la route. Reste maintenant à tester l'étanchéité du coussin de suspension. Pour cette opération, David a déjà son plan de vol en tête. Donc on va faire un peu comme les freins, c'est-à-dire que là on va jouer sur le levier de commande de la valve. Ouais, on va la débrancher. Il suffit de simuler en fait l'abaissement de la caisse pour voir si le coussin va être gonflé et sera étanche. Donc en fait, quand il est trop bas, ça agit sur le levier. Et en fait, après, ça ajuste la hauteur de Exactement. du bus. C'est-à-dire que le levier va remonter et à l'intérieur, c'est comme un robinet. Hop, il va arrêter l'entrée d'air. D'accord. Et le coussin, il sera gonflé à la hauteur
D'accord, c'est astucieux ça. En fait, comme ça agit toujours le même niveau selon le poids qu'il y a dans le... Correcteur d'assiette en permanence. D'accord. Quelle que soit la charge du bus. On l'aura bien compris, pour garantir une hauteur de caisse parfaite, il faut que le coussin pneumatique soit bien gonflé. Pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans le coussin, Christophe actionne le levier qui est censé envoyer de l'air et corriger la hauteur de caisse. Voilà, ok, doucement, doucement, doucement. Lève, et là... T'entends? Ouais. Si en effet nos spécialistes entendent bien l'air circuler dans le coussin, ils ne redoutent qu'une chose, la présence d'une fuite. Donc là, pas de fuite. Le coussin est gonfle, la valve de correcteur d'assiette fonctionne. Bien, ouais. Impeccable, nickel. Deux bonnes nouvelles, suspension qui fonctionne correctement, les freins en bon état, juste l'entretien, nickel. Grâce à la synergie de ce carré d'as, la restauration du Saviem avance à grands pas. De quoi bien préparer le retour de François pour enquiller avec la suite des travaux. Dixième jour de travaux. Pendant que nos experts travaillent d'arrache-pied sur le Saviem, François débarque en région parisienne à Villeneuve-Triage avec une idée bien précise en tête, récupérer un maximum de pièces pour son autobus. Pour les trouver, une seule adresse, celle de l'association de ses deux acolytes qui lui ont mis le pied à l'étrier pour restaurer son autobus. Salut les gars. Je cherche l'endroit où il y a le hangar avec tous les stocks. Vous m'emmenez? Bien. On n'était pas fait faire un essai avec le bus. Alors. Ah bah moi je monte avec mère. Oh c'est génial. François s'attendait à tout sauf à ça. Commencer sa journée à bord d'un autobus chausson APVU 5 de 1965. C'est dans cet engin hors norme qu'il va découvrir un lieu d'exception, le hangar de l'association Sauvabus. La vache. On t'avait pas menti, hein. Génial. Pour accueillir notre expert dans ce temple unique, c'est Nicolas. Bienvenue. Ça va? Ah ouais? Le référent historique de l'association qui a répondu présent. C'est pas que des autobus, c'est tout quoi. Absolument. C'est trolleybus, métro, toute l'histoire des transports. François est bouche bée à la descente de l'autobus. C'est que ce site est une machine à remonter le temps. Ici sont conservés plus de 200 véhicules liés à l'histoire des transports parisiens. Omnibus à chevaux, bus, tramway, métro du 19e siècle à aujourd'hui, bref, tout est là. Là, tu es dans la réserve historique de la RATP. Ouais. Donc en fait, c'est ici qu'elle préserve son patrimoine et roulant et objets. Ouais, c'est incroyable. Et là, tu as pu rouler du coup à bord du premier autobus sauvegardé. Premier bus que l'association a sauvegardé. Voilà, en mai 80. C'est la ligne que je prenais quand j'étais gamin pour aller chez ma grand-mère. Je suis monté dans les autobus Chausson à cette époque-là. Et le nom de jeune fille de ma grand-mère, c'était Chausson. Ah. Ça s'invente pas quand même. Bah non. Après cette petite anecdote familiale, François est attiré par une des pièces qui trône dans le hangar. Les premières rames du métro, si je dis pas de bêtises, datent de 1900. 1900, celle-là. Là, t'as vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est bois, et cuir, tout ça, fait vraiment le... C'est plus qu'un véhicule de collection, là. C'est Absolument. C'est la première rame du métro de Paris, quoi. Une des pièces maîtresses de la collection. C'est extraordinaire. Alors du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, j'ai amené une liste Ouais. des pièces détachées qui manquent pour la restauration du Saviem SC10. Ok. Et si effectivement vous avez de quoi me dépanner, ce serait top. On a quelque chose qui devrait te plaire. Et ben on y va. Ouais. Tu vas comprendre. Ouais. Il s'adresse aux bonnes personnes. C'est vrai que nous, on restaure les autobus depuis quand même plusieurs années. C'est une vraie caserne d'Alibaba, ce qu'on a. Donc il y a beaucoup de pièces. On voit vraiment qu'il a des étoiles dans les yeux et on sait très bien qu'ici, il va trouver son bonheur. Bon voilà la merveille. Hein. Ah ouais. Bon, il te plaît celui-là? Il a fait les émeutes, il a... C'est quoi On l'a retrouvé il y a 2 ans, Ouais. dans un hangar. Ouais. Ça faisait 20 ans qu'il était dedans. Et comme tu vois, il a un peu vécu. Ouais. Justement, ça tombe bien, on a besoin de donneuses de temps en temps. Bah, c'est le principe. C'est vrai que nous, en véhicule industriel, on n'a pas le choix. En plus, en autobus, il n'y a pas de pièces. Ouais. Donc, du coup,
On veut pas aller au concessionnaire du coin. Ouais, bien sûr. Nous, on n'a pas le choix que de récupérer des autobus entiers. Ouais. Et puis du coup de les sacrifier vraiment pour pièces. Alors bon, ça va, celui-là, il est quand même en mauvais état carrosserie, donc on n'aura pas de pincement au cœur. Ouais. L'autobus que scrute François, c'est un Saviem SC10, le même que celui qu'il restaure. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour la suite de son projet. Tu nous as fait une petite liste. Je vous avoue, j'ai une liste qui est un peu longue comme le bras. Castillage, les joints, il me faut une porte, il me faut des banquettes. Bah écoute, on va commencer par aller dans celui-là, on va regarder ce qu'on trouve. Moi, je te laisse entre les mains de Nico, et puis nous, avec David, justement, on va aller... On vous laisse checker. Ok. Et on va revenir avec quelque chose, je pense que ça va te faire plaisir. En attendant que François découvre cette fameuse surprise, il marche dans les pas de Nicolas pour trouver un maximum de pièces. Et dès son entrée dans l'autobus, il repère direct les premiers éléments. Déjà, tu vois, le petit portillon là, c'est exactement ce qui manque sur l'autre. Ouais. Et puis très sincèrement, il manque plein de choses, notamment des banquettes. Ok. Parce que sur le mien, toute la partie arrière, la rotonde, est en mauvais état. Ok. Ça, on peut te le démonter. Le composteur, c'est vrai que ça peut être pas mal. On va te chercher ça. Ah bah tiens, le voilà le composteur. Ça me rappelle des vrais souvenirs, ça. Bon, du coup, là, on t'a trouvé le portillon, le composteur. Ouais. Ok. Bon, je vais vérifier sur la liste, mais je pense qu'on va pouvoir récupérer quelques petites pièces d'accastillage. Presque les poignées. Ouais. C'est un truc qui pétait régulièrement, donc si on peut en récupérer 3-4, c'est pas plus mal. On allait voir le hangar où on stocke nos pièces. Ah, il y a carrément un hangar à pièces. Ouais, tout à fait. En avant toutes vers cette caverne d'Ali Baba pour glaner un maximum de pièces. C'est une sacrée collection. Donc voilà notre petite réserve de pièces. Ah ouais, t'appelles ça une petite réserve de pièces, quoi. On t'avait dit qu'on démontait des bus. Oh, le rêve. Accumulé depuis plus de 40 ans. Ah, mais moi, en tant que collectionneur, je deviens ma boule. De quoi tu as besoin? Alors attends, j'ai fait une liste. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Ah la vache. Bah, c'est rien, les gars, par rapport à ce que vous avez ici. Ouais. Je vais aller chercher du renfort. Et Bon, allez, les gars. Ah ouais, quand il dit qu'il vient avec du renfort, il vient avec du renfort. Bah écoute, t'as vu la liste que tu nous as dit là? Bonjour, enchanté. Pour gagner du temps et être efficace, Alex fait appel à son armée de techniciens. C'est aux commandes de son caddie que François parcourt les allées avec sa garde rapprochée. Ouais, j'ai trouvé 2 optiques de phare. Ah bah c'est top ça. Ça devrait te plaire ça. Ouais. Je pense que les optiques de phare, mais c'est évidemment les mêmes que certaines voitures. Tout à fait. Ouais. Vu la date de sortie du SC10, ça peut être du Peugeot 404, ça peut être tu vois, des voitures de contemporaines. C'est par exemple, tu vois, pour tes clignotants, c'est des clignotants de 4L qui sont montés sur les SC10. Ouais. Après avoir récupéré les phares, le caddie de François va maintenant bien se remplir avec coin de carrosserie avant et arrière, capot de protection moteur, calandre, tôlerie latérale, tour de roue, joint de porte, pare-choc. Bah ouais, non, mais attends, pose-le par terre, parce que là, qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? Vite chaud d'échappement. Et en plus, il me manque, alors il me faudrait 2 barils de lessive, il me faudrait des œufs, il me faudrait des baguettes. C'est sur cette petite touche d'humour que se termine l'inventaire. Si tous les voyants sont au vert niveau pièces, François commence à se demander comment il va pouvoir les acheminer à bon port. Je suppose qu'il va falloir qu'on te les fasse parvenir, les pièces. Bah ouais. On va t'organiser ça. Tu veux repartir les mains libres, c'est vous qui gérez. Voilà. Moi, j'adore. François quitte cette Dream Team avec toutes ses pièces et des bons souvenirs plein la tête. Prochaine étape, revenir dans l'atelier pour prêter main forte à son staff de techniciens. « 13e jour de travaux. François fait son grand retour à l'atelier où les 2 forces vives du chantier l'attendent avec impatience. Ah, ça va les amis? Pour poursuivre les travaux. Bon, je suis pas venu les mains vides. Ah bah superbe. Joint, morceau de pare-choc, collecteur d'échappement, voilà. Tiens, on va t'aider à décharger. Pour décharger la caverne d'Ali Baba, les 3 experts ne sont pas de trop. T'as fait les brocantes? Ah bah presque. Cette masse de pièces complète celle envoyée par les camarades de Sauvabus. Bon. Il y a un truc que je vois pas là, François, c'est le moteur, parce qu'il y a un petit problème, il démarre toujours pas là.
c'est une prise d'air ou tu penses que... Mais non, François, tu sais bien que... Ah non, ouais. Ah, c'est une blague? Bah ouais. Ah, mais fait peur, les gars. Il faut que je prenne soin de mon petit cœur à mon âge. Et on a réussi à se remettre en route. Sur cette journée-là de mise en route, ça nous a mis un petit peu la pression. Et du coup, je voulais un petit peu lui partager un petit peu notre ressenti sur cette journée où il n'était pas présent. Donc c'est vrai que la petite blague du moteur, bon, c'est vrai qu'il a sauté à pieds joints dedans. Je me change, j'arrive. Ni une, ni deux, François enfile sa combi de technicien et rejoint son équipe de choc pour le remontage du tambour de frein extérieur XXL qu'ils ont nettoyé au préalable. Il est pas trop mal. Bon, on se remet la roue? On y va. Ouais, alors là, évidemment, c'est pas le même gabarit. C'est parti pour l'installation. Yes! Bingo! Et la fixation de la roue. Voilà, théoriquement, ça bougera plus. Le Saviem prend ensuite un peu de hauteur pour la suite des opérations. Donc là, réglage des culbuteurs. D'accord. Est-ce que tu sais où ça se situe, François? Derrière les caches culbus. Exactement. Hein? Il y a des restes. Bon, t'as vu que le moteur est à plat, qu'on appelle un flat. Un bon 6 cylindres flat, comme une Porsche, enfin, toute proportion gardée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez démonter les caches culbuteurs, et puis après, comme ça, on va voir derrière les culbuteurs et procéder au réglage. Est-ce que tu sais pourquoi on va faire ce réglage ou pas, non? Le réglage des culbus permet assez régulièrement de réoptimiser au maximum le moteur en termes d'efficacité. Voilà, c'est ça, en fait, tu as une distribution, donc le piston il monte, il descend. Ouais. Synchronisé avec l'ouverture des soupapes, et en fait, il faut qu'on optimise au maximum l'ouverture de ces soupapes. Ouais. Donc on crée un jeu. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un jeu? Parce qu'en fait, quand le moteur il chauffe, t'as une dilatation des métaux en fait qui vont rattraper et en fait avoir un réglage en fait optimum et avoir un bon remplissage des cylindres en air et après pour sortir aussi les gaz d'échappement. François met la main à la pâte et dépose avec son mentor les caches culbuteurs. Si je te parle de jeu, est-ce que tu sais quelle cote on va mettre? Écoute, je vois qu'en plus, et ça c'est loin d'être bête, c'est carrément gravé sur le cache culbut. Malins les ingénieurs de l'époque. Pour aller au plus vite, les codes de réglage des culbuteurs sont directement inscrits sur les caches. De quoi gagner un temps considérable. Hop. Hop. Voilà. Le réglage, par où il va se faire. Donc là, la première action, ça serait déjà de déterminer quelles sont les soupapes d'admission. Et celles d'échappement. Voilà, parce que c'est deux jeux différents. Ok. On a vu qu'il y a sur les cache-pots, 0,20 pour l'admission et 0,25 pour l'échappement. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un jeu supérieur à l'échappement par rapport à l'admission? Je sais pas. En fait, c'est par rapport à un souci de température. L'échappement chauffe plus. Selon la température, ça se dilate, donc on va faire exactement un peu plus généreux pour pouvoir rattraper, pour éviter que le jeu soit trop serré. S'il est trop serré, la soupape risque de mal se fermer. D'accord. Et donc là, ça peut générer d'autres problèmes de manque de compression. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer un truc simple. L'échappement, il est en bas. L'admission, elle est en haut. Donc là, on voit bien chaque sortie est reliée à une soupape. Ouais. Et pareil pour l'admission. Donc il y a la pile d'admission qui est en haut. D'accord. Donc ce qu'on va faire, Christophe, c'est qu'on va repérer chaque admission. Comme ça sera plus simple après pour faire le réglage. Pour bien distinguer les soupapes d'échappement et d'admission, ça c'est un échappement. Admission. Christophe utilise un marqueur blanc. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, François, c'est que voilà, faut tourner le moteur, parce qu'on ne règle pas les culbuteurs. Ouais, bien sûr. À la main, comme on l'a fait au début pour voir si le moteur n'était pas bloqué. Donc là, je vais tourner le moteur. Christophe, tu me dis stop, et puis peut-être François, comme ça, tu pourras faire ce réglage. Guillaume prend une barre métallique en guise de levier et fait tourner le vilebrequin. Doucement. D'accord. Hop, là tu y es là. Donc on va prendre un jeu de cale et puis on va contrôler le jeu au soupape. Ok. Donc 20 à l'admission, 25 à l'échappement. Alors là on a une cale de 20. Donc on estime que c'est un bon réglage si le jeu de cale passe de justesse. Alors faut pas que ça soit trop serré. Il faut que ça passe mais sans être dur. Christophe place le jeu de cale et mesure l'espace entre la queue de soupape et le culbuteur. Alors, ça dit quoi? Ouais, là, il y a un peu trop là. Là, il y a un peu beaucoup même d'ailleurs. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, il y a un peu trop de jeu. On va prendre une clé et puis on va resserrer. D'accord. C'est pas trop accessible. C'est en mode contorsionniste que notre spécialiste tourne la vis de réglage à la bonne mesure. Là, t'es bien? Là, je suis bien. Là. Ok. J'essaye de le serrer un peu plus fort pour pas qu'il bouge. Non, on va faire l'échappement. Donc, je te desserre l'échappement si besoin. Regardez. Oui, tu vois. Là, c'est pareil, il y a trop de jeu. Ouais. Okay. On reste dessert. Donc 0,25. Et là, ça va être bon. Hop, on est bien. Bon, maintenant, on a fini le réglage des culbus.
Donc là, François, ce qu'il nous reste à faire, c'est nettoyer, parce qu'on va pas remonter des caches dans cet état-là. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne les caches et qu'on a nettoyé dans la bécane qui est là-bas. Nos 3 gaillards enquillent donc avec un cache-culbu wash avec François en chef de file. Une fois les caches en machine, ils lancent le décapage. Grâce à un dégraissant non solventé, les caches retrouvent leur éclat d'antan. Ça fait plaisir d'avoir une petite main comme ça. Tu peux venir quand tu veux. Voilà. Comme neuf. Un vrai chef. Après cette cure de jouvence made in François, les caches-culbus retrouvent leur place et fixation d'origine. Donc impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va s'attaquer à l'échappement. Ok. Pour cette étape, le Saviem est surélevé sur chandelle. C'est remarqué, mais entre le moteur et la sortie d'échappement qui est là-bas, il n'y a rien. Ouais, il manque quelque chose. Est-ce que tu sais du coup comment ça fonctionne, l'échappement? Alors, il me semble que sur les bus, si j'ai bonne mémoire, il y avait un chauffage qui se faisait sur la base de l'échappement. Exactement. On récupérait la chaleur de l'échappement pour chauffer l'intérieur du bus. Exactement. Là, on est vraiment devant. Donc en fait, tu as l'air extérieur. Simplement qui rentre par la grille. Une petite grille. D'accord. Comme tu peux voir. Ok. Ça passe dans un tube. Voilà. C'est office de silencieux. De réchauffage. Okay. Et là, à la sortie, donc tu as un tube qui est dans ce tube. Pas que les gaz d'échappement forcément montent dans l'habitacle. Oui. Et donc ce tube-là, donc l'air est réchauffé. Ouais. Qui passe donc par l'extérieur. Et il est réinjecté dans l'habitacle pour maintenir une température. Tu peux évidemment l'ouvrir ou le fermer. Exactement, avec les clapettes, avec ça, pilotage qui est pris. On est l'hiver, l'été, machin. Christophe peut prendre le relais pour la pose de la liaison d'échappement. Et pour ce montage, notre binôme a une petite astuce. On va la passer par-dessus. Attention à ta tête. Il faut pivoter en même temps. C'est en pivotant la pièce qu'elle rentre pile poil dans l'entrée de l'échappement. Vient ensuite la fixation à coup de clé et le tour est joué. Là, je crois, franchement, on est bien. Là, en plus, du coup, comme on a un échappement d'un bout à l'autre, quand on va démarrer, ça va faire un bruit nickel, tout va bien. Quoi quand? Tout de suite. Tout bien, c'est simple, si ça démarre pas, je vous parle plus. Pour faire taire François, Christophe file à l'intérieur du Saviem afin de démarrer le cœur mécanique de la bête. Allez, vas-y quand tu veux. Ouais. François, il a bien travaillé. Bravo. François est aux anges. C'est la première fois qu'il entend le son du 6 cylindres qui résonne dans tout l'atelier. De quoi poursuivre sereinement les travaux de ce géant de fer. Du moins, on l'espère. « 14e jour de travaux. Après la remise en route du moteur XXL, Guillaume et Christophe ont bougé la carcasse du Saviem dans un atelier dédié à la carrosserie. Ils rejoignent Dominique et Cyril, 2 renforts de poids pour gérer le programme du jour. Avant d'attaquer la carrosserie, on doit lever le véhicule et déposer le réservoir gasoil. Une fois qu'on l'a déposé, après vous pouvez faire vite fait la carrosserie. Je viens de faire le tour du véhicule et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de travail. Au niveau du montant de calandre, par exemple, il est enfoncé. Tu vois ton pavillon, il a un pain là-haut. Ouais. Tu vois toute la partie tôlerie, elle est complètement oxydée. Donc ça, c'est du décapage. Ça veut dire obligation de démonter le pare-brise. C'est un gros chantier. Ouais, donc en gros, faut pas perdre de temps, quoi. Guillaume a raison. Faut pas que cette restauration traîne en longueur. Venir en aide à François, c'est bien, mais qu'il reparte avec son Saviem à court terme, c'est mieux. Nos 4 experts en tôlerie installent les colonnes de levage et montent la bête d'un étage pour avoir accès au réservoir. Il faut juste le déposer pour le rénover, c'est ça? Ouais, alors comme ça fait un bon moment qu'il n'a pas tourné, dedans ça va être tout pourri. D'accord. En fait, ce qu'on va faire, c'est une résine. On va mettre une espèce de pellicule à l'intérieur pour faire la protection du... Exactement. En fait, pour isoler vraiment la partie extérieure qui reste quand même en bon état de la partie intérieure du réservoir. Puis après, on pourra remettre du gasoil sans que les impuretés aillent dans le circuit de... D'accord. Soit ça n'a pas l'air très compliqué, mais là, ce que je vois, c'est que c'est déjà dans un piteux état. Ouais, là, par contre, là, on a dû avoir un choc. Je peux vous proposer de faire une chauffe au crayon à induction. Crayon à induction, c'est le même système que ta plaque à induction. Ouais, ça permet de chauffer le métal et de le refaire. C'est un système électromagnétique. Ça évite d'avoir de la flamme et de mettre le feu au véhicule. Christophe, il est vide le réservoir ou pas? Il devrait être vide, mais on va contrôler. On vérifie. C'est parti pour la vidange du réservoir à carburant. Pour ça, nos spécialistes placent un bac sous le réservoir et Christophe se charge de dévisser l'écrou de purge. Ouais, pas si vite que ça. Hein. Bon, bah, on va le démonter. Hein. Sur sa lancée, Christophe dévisse tous les écrous du réservoir. C'est ensuite au tour du forgeron de l'atelier de prendre le relais.
On va chauffer avec donc le fameux crayon à induction qui va nous permettre de chauffer la barre qui est tordue pour la remettre droite et pour aller extraire tes écrous. Non, mais alors du coup, t'as pas de flamme dessus, comment ça marche? Non, il n'y a pas de flamme, c'est un courant qui circule. Ah, c'est le contact fer avec ton appareil qui fait que ça va chauffer, et puis après, donc ça va... Un peu comme un transformateur, mais avec un bobinage différent, on va dire. Pendant que Dominique chauffe la partie du réservoir à restaurer avec son crayon à induction, Guillaume redresse à l'aide d'une clé la tige et le boulon en carafe. Top. Voilà. Ah bah là, franchement, le plus gros effet. Pour finaliser l'opération, un bon coup de poignet et le réservoir est déposé. Reste maintenant à vérifier son état de santé. On va voir un sacré état. Hein. Ouais, donc tout ce qu'il nous reste à faire là, c'est gros coup de nettoyage intérieur-extérieur, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Là, il vous reste plus qu'à faire un petit peu de carrosserie maintenant. Demain, ça sera terminé, c'est bon? Je peux repasser? On fait le message. On passe un petit peu le flambeau de la partie mécanique à la partie carrosserie. On a un petit peu à taquiner en leur disant il n'y a plus que la carrosserie à faire, sachant qu'on sait que c'est un dossier qui est vraiment considérable et vraiment important et très technique à faire. C'est donc en duo que le focus réparation de la face avant va se poursuivre. Pour cette opération, ils vont utiliser du matos bien spécifique. Des gigantesques équerres sont fixés au sol pour éviter que le savième ne bouge. Ils branchent ensuite des flexibles sur les vérins des équerres, le tout relié à une pompe hydraulique. Puis, ils placent une cale en bois. Alors le véhicule, il ne peut plus bouger, hein, il ne peut plus avancer. Il est stabilisé là, bloqué. Voilà. Vient ensuite la pose d'une chaîne et d'un crochet. Et pour sécuriser toute cette installation, Dominique place une élingue de sécurité. Et donc là, on peut envoyer la pression dans le flexible. Il est bien, le crochet est bien, attention. Alors, tu vois, on voit que ça ramène, hein, que ça cause tout de suite. Grâce à cette installation, la structure avant droite du savième est redressée et corrige par là même d'autres parties de la carrosserie. On peut voir dedans, tu vois qu'on a des formations au niveau... on voit que ça s'est bien dressé. Ouais. Bah, ça s'est bien aplani. Hein. On va vérifier que le portillon il ferme bien, donc on est pas mal, hein. On va s'arrêter là. Plus que pas mal, messieurs. Après ce redressage au top, ils enquillent avec la partie haute de la bestiole. Là-haut, c'est un autre problème, c'est un toit en aluminium. Donc le truc, ça va être de fixer la réhausse. D'accord, on prolonge pour atteindre le niveau de la... Voilà, donc c'est toi. Fixer la chaîne un peu comme on a mis en bas. Mais on répète l'opération. Okay. Et ben allez, c'est parti. Pour s'attaquer au pavillon du haut, même combat. Ils réutilisent les équerres fixés au sol, mais ajoutent une passerelle pour pouvoir travailler en hauteur. Bon, ici, on voit qu'il y a un gros pli, et là, c'est fissuré. Hein, donc on va chauffer un peu avec le décapeur, histoire de ramollir un peu l'alu. Bon, d'accord. Avant de faire chauffer la tôle, Cyril fixe un vérin de tirage, allume son décapeur thermique et réchauffe toute la zone abîmée. C'est une opération qui demande de la patience et de la précision. Une fois la tôle montée à haute température, Dominique actionne la pompe hydraulique pour que le vérin de tirage redresse tout doucement la tôle. Et il est bien revenu. Hein. Vas-y, attends, vas-y, reste comme ça, je vais taper. Vas-y, retire-toi. Il est pas mal, hein. Ouais, je suis le tir. Encore quelques coups de maillet pour redresser la tôle et nos deux gaillards ont transformé l'essai. Du coup, on va s'arrêter là au niveau de redressage. Ok. Ce que je te propose, c'est de démonter les équipements. Nos deux cracks de la tôlerie assurent le démontage complet de ce matos monumental. Et peuvent faire un point sur le fruit de leur travail. Je vais pas dire le plus gros du travail parce qu'il en reste encore un bon morceau. Mais d'un point de vue redressage, je pense qu'on peut être satisfait. Surtout au niveau du pavillon, on a quand même sauvé les meubles. Bien sûr, il reste du façonnage et de la soudure dans la partie du pavillon. Sur la partie inférieure, on aura encore un petit peu de planage. D'accord. Mais le gros du travail d'ossature est fait. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. On a bien avancé. Allez, on arrête. Après ce ravalement de façade métallique optimal, il est temps de laisser reposer ce colosse avant de reprendre de plus belle les travaux. « 22e jour de travaux. François reprend du service et rejoint avec panache Dominique, le chef carrossier de la RATP, qu'il rencontre pour la première fois. Bonjour. Bonjour. François, enchanté. Dominique, bienvenue à la carrosserie. C'est les baguettes du SLI, ça? Tout à fait, c'est les baguettes du SLI. Ok, parce qu'en fait, on m'a dit qu'il était là en carrosserie, mais
Tout à fait. Il y a eu un énorme travail dessus. Ouais. Donc tout a été démonté. D'accord. Et maintenant, accroche-toi, il est en peinture. Ah, il est déjà en peinture? Il est en prépa peinture, ouais. Bah, on peut aller jeter un œil. Direction la cabine de peinture pour découvrir l'avancée des travaux sur le mastodonte. Attention les yeux. Ah, génial. Ça a changé de gueule. Hein. Ah bah ouais, puis il y a du boulot là. Devant le Savième, François se rend compte du travail colossal réalisé par Dominique et toute son équipe. Et bah bravo Guillaume, parce que là, waouh, c'est un sacré taf quoi. Et Dominique, avant d'arriver en peinture, il y a eu quand même plusieurs endroits où il fallait réparer. Ça s'est bien passé ou il y a eu des mauvaises surprises? Alors ça s'est bien passé, ouais. On l'a mis sur le marbre donc quand même, parce qu'on a été obligé d'immobiliser la voiture pour redresser au niveau du montant de calandre. D'accord. Puis au niveau de la traverse, à droite, il y avait un coup, un petit vérina. Et puis redressage aussi du pavillon. Après le pavillon, Dominique et son équipe ont enchaîné par du très lourd, avec découpe de la partie de tôle rouillée du bus. Puis, ils ont créé des nouveaux panneaux extérieurs, avec des nouvelles tôles pour les souder ensuite sur le véhicule. Ils ont enchaîné avec la réparation de la partie avant droite qui avait subi un choc. Et pour finir, ils ont redressé la calandre. Et cette liste des travaux longue comme le bras de Dominique ne s'arrête pas là. On a fait un traitement de la structure, anti-corrosion. Il y a les panneaux qui ont été refaits, donc toutes les baguettes à démonter. Déjà là, c'est une semaine. Après, en préparation peinture, enduit, ponçage, c'est encore une semaine de travail à 4 personnes. Pas, ouais. À combien? À 4 personnes. 4. Ah oui, parce qu'il faut tout poncer, tout enduire, le marouflage, donc c'est un gros boulot. En tout cas, le marouflage, hein, bravo, parce que le masquage de toutes les parties vitrées, creuses, etc., c'est un boulot énorme. Si François est sidéré par ce travail d'exception, il a envie de connaître la suite des opérations. La partie après, je vais faire 2 couches jusqu'au milieu de la ceinture. Ouais. Pour pouvoir reponcer les défauts de l'appareil qu'on va retrouver. Et sur la partie haute, on va faire qu'une seule couche, mais d'après blanc. La peinture, c'est pareil, ce sera en 2 étapes. Je vais faire d'abord le toit et après la caisse. D'accord. Le travail qui va être important aussi, ce sera tout ce qui est les bandes. Ouais. Parce qu'il y a les bandes blanches, les bandes vertes. Tu peins d'abord tout en vert et ensuite tu fais les bandes blanches? Oui. La quantité de peinture pour peindre la totalité du bus, on est dans quel ordre de... Peinture après et vernis, on va être à 30-40 litres. 10-15 litres d'après. Ouais. 10-15 litres de peinture et 10-15 litres de vernis. On est loin des quantités pour une bagnole. Hein. C'est clair que la quantité de peinture d'une Twingo couvrirait à peine l'aile arrière du Savième. J'ai repeint plein de trucs, mais j'ai jamais fait d'autobus. Si Guillaume accepte que je fasse un petit bout, je serais très honoré. Un renfort comme François, qui pourrait s'en passer? Surtout quand il s'agit d'un artiste peintre. Une fois sa combi enfilée, ça y est, je suis équipé. Super. Il n'y a plus qu'à écouter les consignes. Je présente ma cabine de peinture. Ouais. C'est une vieille cabine qui a une particularité, c'est d'avoir de l'eau qui circule au sol. Ouais. Et les bruits des turbines, c'est les aspirations d'air. C'est les pompes qui font tourner l'eau qui est en dessous. Ça nous fait une filtration vraiment par l'eau, donc qui capte toutes les résidus de peinture. Voilà. Le but, c'est d'aspirer les résidus de peinture, les poussières, les trucs en suspension, etc. Voilà, et puis donc là, on va procéder à la mise en après. Le but, c'est vraiment d'y aller de fines couches. Pas chercher à charger, pas chercher à faire quelque chose qui va sortir nickel. C'est armé d'un pistolet que Guillaume souffle et projette l'après sur toute la surface. Et vu la taille de la bête, il en faut du temps, de la patience et beaucoup de matière. Et du coup, l'après, il sèche en combien de temps la première couche? En 20 minutes. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est hyper... Le temps de faire le tour du bus. Ah ouais, tu fais le tour du bus, le début est déjà sec. Voilà. C'est au tour de François de tâter du pistolet pour couvrir tout l'arrière-train du Savième. Même si la technique du geste laisse un peu à désirer, notre apprenti y met tout son cœur. Faut faire des grands gestes. Voilà, un grand geste, on ne stagne pas au même endroit. Avec ce précieux conseil, François trouve la bonne technique et recouvre avec son mentor toute la robe de l'autobus. La mise en après terminée, nos 2 peintres passent par le laboratoire où sont confectionnées les peintures.
Là, on va faire donc le même apprêt qu'on a fait ce matin. D'accord. Qui était gris. Ouais. Sauf que cette fois-ci, on va le faire en blanc. Vu que le toit est déjà blanc, la partie haute est blanc du bus, on va faire une couche de fond qui va être déjà claire. Donc voilà, c'est un après dit halo, hydro. Ouais. Il n'y a plus de solvant. Voilà, il n'y a pas de solvant. D'accord. On a quand même un durcisseur, mais le diluant, c'est pas du diluant, c'est de l'eau. D'accord. Tu peux doser de façon à avoir un séchage plus rapide ou plus lent? Oui. Moi, j'ai souvent entendu dire par les peintres que quand on a le temps, c'est mieux que la peinture prenne son temps. Il faut respecter quand même les fiches techniques des produits, surtout avec les peintures à l'eau. Ouais. Quels sont les avantages et les inconvénients? Logiquement, c'est mieux. Pour notre santé, c'est mieux. Ok. Voilà, c'est un séchage un peu plus long. Et une application un peu plus compliquée. Mais sinon, c'est un bon produit. Maintenant que François en sait plus sur le produit, place à la mixture. Et pour ça, il y a des doses bien précises. Pour 100 grammes d'après, je dois mettre 15 grammes de durcisseur. D'accord. Et après, entre 10 et 20% d'eau. Ok. Notre expert de la peinture passe à l'action en calculant et en mélangeant les différents liquides. Vient ensuite le chargement du pistolet et c'est parti pour la mise en après du toit. On va pas plus loin sur le toit. Ouais. Tout le reste est déjà blanc. D'accord. Voilà, la peinture fera le boulot. Faut pas chercher à couvrir. D'accord. Même si on a l'impression que c'est peau d'orange, ça va se tendre. D'accord. François prend le relais, histoire de prêter main forte. Guillaume reprend ensuite le pistolet pour finaliser l'opération. Et le résultat est tout juste splendide. Voilà pour la partie après. Bah écoute, je suis ravi que tu m'aies laissé t'aider un peu parce que je trouve ça top. Là, on va aller voir pour les peintures. Ah, je te suis. Moi, je m'en souviens très bien de ces couleurs. Toi, t'étais pas né, mais moi, je m'en souviens très bien. Ah, ouais. Le plan d'époque. Les anciens m'ont transmis le plan d'époque. C'est génial. Un vrai plan industriel. Voilà, c'est le plan industriel des années 70, ouais. Alors, par contre, comment tu fais, toi, pour refaire la peinture? Parce que les peintures d'époque, évidemment, c'est pas du tout les mêmes. C'est ça. Et puis, en plus, il faut trouver la teinte. Effectivement, il a fallu retrouver, avec la technologie d'aujourd'hui, les couleurs d'hier. On a un spectrophotomètre qui nous permet de nous approcher en modifiant la teinte, en l'éclaircissant, en la fonçant. Il a fallu aller au musée avec des plaquettes. Ah, j'imagine. Pour voir si j'étais bien sur les bonnes couleurs. Sachant que les peintures ont beaucoup évolué. On était sur des peintures au plomb, on est passé sur de la glycéro, on est passé sur du polyuréthane brillant direct. Et maintenant, on est sur de la peinture à l'eau qui est vernie. D'accord. En tout cas, je peux dire que quand il va ressortir de peinture finie, peint et verni, waouh! Avant d'avoir l'effet waouh, François va devoir encore un peu patienter pour retrouver le Saviem transfiguré. « 15 jours plus tard, Paris, atelier de Championnet. François a été appelé par Alain, le directeur des ateliers de la RATP, pour venir découvrir le Saviem. Ah, vous m'avez fait une surprise, là. C'est même plus une surprise, c'est... Ah, c'est génial. Il est magnifique, on dirait qu'on est 80 et qu'il sort de l'usine, quoi. Enfin, il sort d'ici, d'ailleurs. Exactement, c'est là qu'il a été conçu. Hein. Et il est revenu à son bercail. On dirait qu'il est neuf. Il y a eu un travail incroyable pour pouvoir arriver à ce résultat-là. C'est clair qu'après le départ de François de la cabine de peinture, toute l'équipe s'est mobilisée comme jamais pour la finition des travaux et le remontage complet du bus avec peinture, montage du pare-brise, des phares, des clignotants, installation des pare-chocs avant et arrière, calandre et enfin pose des lettres Saviem. Bref, un travail titanesque. Eh ben, bravo les gars, parce que vraiment... Franchement, nous, ça nous fait chaud au cœur que tu apprécies ce travail de restauration. Ah mais vraiment, vraiment. Et il n'y a pas que François qui apprécie cette restauration hors norme. David et Alex, les membres de l'association Sauvabus, redécouvrent le Saviem totalement restauré. C'est vrai qu'il y avait du boulot, mine de rien, de carrosserie, tout ce qui est redressage de la casquette, ou même derrière, ce qu'on n'avait pas forcément vu au départ, un petit peu d'ossature. Du coup, voilà. C'est le travail de carrosserie, c'est la partie visible. Voilà, qu'on voit aujourd'hui avec une très belle peinture.
mais c'est aussi tout ce qui se voit pas. Et ça, c'est, on va dire, 50% du travail. En plus d'être beau, il ressort quand même des ateliers de championnat, du coup roulant aussi. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une restauration complète, mécanique, carrosserie, peinture. C'est vrai, François, c'était pas gagné aussi pour la partie mécanique où Non. il y a eu quelques déboires pour remettre le moteur en route. C'est clair qu'au niveau mécanique, l'équipe s'est donné beaucoup de mal avec le réglage de la tirette d'arrêt d'urgence, le réglage des culbuteurs pour réoptimiser les performances moteurs et le changement de la liaison d'échappement. Tu as pas mal participé sur tout le projet. Hein. Déjà pour nous avoir ramené le véhicule aussi, parce que forcément, on n'aurait peut-être pas fait ce projet-là si tu ne l'avais pas ramené. Pour nous, maintenant, tu fais vraiment partie de l'équipe et on va te remettre symboliquement avec notre atelier. Tu fais partie du groupe. Je suis très honoré, ça me touche vraiment. Merci les amis. C'est pas. Et vraiment bravo. C'est sur ces applaudissements chaleureux que François monte dans l'autobus, non sans émotion. À Créteil. Allez, un peu. Ça, c'est de la mécanique. C'est génial. Ah, ils ont fait un travail extraordinaire, franchement. Ah ben moi, ça me rappelle toute mon enfance. Maintenant que le son du 6 cylindres a replongé François dans sa plus tendre enfance, il est temps de lancer le Saviem sur route. Ah, c'est là où faut pas l'abîmer. C'est ça bête. Et après quelques mètres, les premières sensations de conduite se font déjà sentir. Ça a l'air de bien fonctionner, Christian. Ouais, franchement, ça régale à conduire. Les passages des vitesses sont parfaits, franchement. Non, ils ont vraiment fait du bon boulot. Pour un véhicule qui a été fabriqué il y a 5 décennies, objectivement, on est bien. Ah, même niveau freinage, direction, c'est vrai qu'elle est vraiment très très agréable. Je suis vraiment super surpris. Si Alex prend plaisir derrière le gigantesque volant du Saviem, François et ses acolytes comptent en faire tout autant, en prenant place sur les sièges de l'autobus fraîchement nettoyés. Ah, c'était le bon temps. Et alors, On n'est pas bien? la classe. Ça va, je suis votre chauffeur personnel? Ouais. Alors on descendra au prochain arrêt, monsieur le chauffeur. Merci. Le prochain arrêt, c'est à Villeneuve-Triage, le paradis du bus. Là où sont stockées toutes les pièces de collection de l'association Sauvabus et de la RATP. Ah, Comme tu peux voir, regarde, on a déjà fait sa place. c'est top. Mille merci parce que c'est vraiment Merci à toi. retour vers le futur, les gars. C'est extra de se dire que ce bus maintenant va être ici, qui va servir pour des expos, des salons, les journées du patrimoine. C'est top parce que là, il est vraiment dans sa définition de l'époque et il manque un détail, si je peux me permettre. Moi, il en manque quand même quelques-uns. Ouais, À ton avis. toute la signalétique. Exactement. Voilà, donc il faut lui attribuer la ligne avec les pancartes, tout ça. Les bandeaux, Voilà. la plaque de police, les girouettes. T'as tout aujourd'hui là, ici? Tout est là, On peut l'installer maintenant? tout de suite. En ramenant tous les panneaux de la ligne 32 du Saviem, Oh, c'est canon! T'as les plaques carrées. Oh, j'adore! David apporte la cerise sur ce beau gâteau mécanique. De quoi mettre François en joie. À toi, quand même, d'installer la première plaque. Là, les gars, C'est lourd, attends. je suis honoré de l'honneur que vous me faites. Ouais, t'es gâté, hein. Voilà. Reste maintenant à placer les autres panneaux. Et le Saviem retrouve son ADN d'antan. Donc là, on a tout le trajet de la ligne. Exactement. De la gare de l'Est jusqu'à la porte de Passy. Et bien voilà, Bravo, les gars, c'est Pour le super. coup, c'était vraiment un sacré challenge. Ouais. merci à toi. Un peu le parrain de ce bus-là. en C'est fait. gentil, c'est cool. Et puis si tu trouves d'autres pépites comme ça, t'hésites pas. Hein. Ouais, exact. Ah, méfiez-vous, les gars, parce que je vais vous harceler, moi. Vous savez, j'ai un carnet d'adresses. Vous allez avoir du boulot pour les 30 prochaines années, les gars. Ok. Avec cette restauration, François a vécu une expérience humaine XXL. Lâché par son pool de restaurateurs, il a pu trouver une alternative grâce à David et Alex et bosser avec les ateliers de la RATP. La mobilisation de cette équipe pour ce véhicule a touché notre expert en plein cœur. Et ça, il n'est pas près de l'oublier.